bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, je suis ravi d'être à nouveau, oui, parmi vous. Là, je vais donc présenter un peu sur quoi on a travaillé les années dernières sur des essais cliniques en oncologie et sur l'analyse des biomarqueurs. Donc, je dirige une équipe qui s'appelle Oncostat à Villejuif, à Gustave-Roussy, où on travaille beaucoup sur l'analyse des biomarqueurs dans les essais cliniques. Finalement, si on regarde un peu en rétrospect, dans le passé, en oncologie, on travaille déjà depuis plusieurs années avec des essais qui s'intéressent plus seulement à voir si une thérapie est efficace dans une population donnée, mais on travaille de plus en plus sur des populations incluses dans des essais définis par des biomarqueurs. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on appelle en oncologie les marqueurs pronostiques et prédictifs. Et en fonction de, typiquement en oncologie, aussi dans la médecine en général, on a des études type ce qu'on appelle phase 2, phase 3, des thérapies standards ou expérimentales. Et on peut aussi designer des études en fonction des biomarqueurs pronostiques, prédictifs, si les biomarqueurs ont été validés, etc. Donc, je ne vais pas pouvoir montrer toutes ces histoires de design qui sont donc des designs qui essayent de répondre à deux questions en même temps dans un seul essai. Parfois, est-ce que la thérapie est efficace? Oui, non. Est-ce que le biomarqueur prédit oui ou non quelque chose en fonction de caractéristiques cliniques? Juste pour revenir à cette histoire de pronostic versus prédictif, on se prend un peu la tête avec ça en oncologie. On utilise un peu moins ces mots en dehors de l'oncologie. Finalement, pronostic, si on regarde quelque chose avec des courbes de survie ici, vous voyez là, je montre l'exemple avec une courbe de survie avec des couleurs vertes et plutôt violet ici, en fonction d'un score génomique, signature génétique ici, ça peut être aussi un seul biomarqueur, avec un effet pronostic très fort. Si l'expression est faible de cette signature, on a un bon pronostic. Si l'expression est plus élevée, on a un mauvais pronostic. Et on a aussi des patients dans un essai clinique traités avec une thérapie expérimentale et traités avec un groupe contrôle, avec un petit effet de traitement dans les deux groupes de patients. Ça, c'est quelque chose où on dit c'est un facteur pronostic très fort. Indépendant de l'effet de traitement, les patients vont mieux s'ils ont une valeur spécifique de ces biomarqueurs, de cette signature. Une interaction, et en oncologie, on va uniquement vraiment utiliser le mot prédictif là-bas. On oublie un peu de prononcer le mot d'après, ça veut dire prédictif d'un effet de traitement. Et pour estimer un effet de traitement, on a donc besoin de deux groupes de patients traités avec le traitement donné, traités pas avec le traitement donné. Idéalement dans un essai clinique. Ici, nous avons, sur cet exemple virtuel, un effet de traitement énorme dans un sous-groupe de patients. Ici, les patients en violet, les patients avec une expression faible de cette signature et un effet de traitement énorme dans ce sous-groupe et pas d'effet de traitement dans l'autre sous-groupe de patients colorés en vert. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi statistiquement une interaction. Je vais y revenir plus tard. Une interaction quantitative, une interaction qualitative, ça va encore un peu plus loin. Ça veut dire que dans le sous-groupe de patients qui n'ont pas le biomarqueur ou l'effet de traitement est plus grand, qu'on a même un effet de traitement délétère. C'est quelque chose qui est plus large. Qu'est-ce qui est le danger dans les essais cliniques? Là, je vous montre un essai clinique en dehors de l'oncologie. On peut très facilement, même avec des méthodes statistiques qu'on appelle test d'interaction, on peut trouver des sous-groupes qui sont des faux positifs. Ici, il y a donc même un sous-groupe publié dans l'article Lancet déjà en 1988 où Richard Peto avait publié un sous-groupe d'un essai de prévention secondaire ISIS-2, prévention secondaire dans le domaine cardiovasculaire avec aspirine versus contrôle. Et les patients nés sous le signe de Gemini ou Libra dans cet essai donnent l'impression d'avoir pas de bénéfice de l'aspirine par rapport à tous les autres patients nés sous les autres signes de zodiaque. Et j'ai même à un moment donné calculé le test d'interaction pour ce sous-groupe qui est très significatif. Donc, bon, pourquoi c'est un faux positif? Il y a bien sûr pas de rationnel biologique. Et le plus de sous-groupes qu'on teste, le plus facile c'est pour trouver un résultat dans ce sens. Cela dit, ces facteurs prédictifs en oncologie,
on commence à en avoir de plus en plus. Historiquement, je disais, le vrai facteur prédictif en oncologie, donc des biomarqueurs qui prédisent vraiment l'effet de traitement dans un subgroupe de patients qu'on ne voit pas dans d'autres subgroupes de patients. Avant, je disais, je peux les compter sur une seule main. Maintenant, je peux commencer à utiliser les deux mains. Et bientôt, peut-être, on va en avoir plus. Et donc ici, je liste donc un nombre de biomarqueurs qui sont vraiment en France utilisés, screenés sur les plateformes moléculaires labellisées par l'Institut national du cancer pour donner des thérapies plutôt ciblées en face. Un exemple historique le plus connu, c'est l'amplification HER2 dans le cancer du sein pour lequel on utilise la thérapie trastuzumab. Et aussi un autre exemple historique, la mutation KIT, pour lequel on donne la thérapie ciblée imatinib. Et il est vrai qu'on commence à avoir de plus en plus de biomarqueurs. Mais ça reste, finalement, si il y a les chiffres en oncologie, on parle maintenant peut-être à 3 à 5% des patients en oncologie traités par ce genre de thérapie. Donc, on parle toujours d'une minorité de patients en oncologie traités par ce genre de thérapie. Qu'est-ce qui change dans ce genre d'essai? Donc, qu'est-ce qui est nouveau finalement par rapport au regard historique? On commence à faire des essais qu'on appelle des essais basket ou des essais parapluie. Donc, finalement, on sait que parfois certaines de ces anomalies, ici comme l'anomalie ROS1 dans le cancer de poumon, c'est une anomalie qui a une fréquence à 1%. Donc, il est très difficile de faire des essais cliniques dans une anomalie qui est 1%. Et peut-être l'anomalie est peut-être aussi présente dans un autre type de cancer. Donc, au lieu de faire des essais uniquement dans le cancer du poumon, l'idée c'est de regarder la même anomalie au-delà du cancer du poumon seul et dans plein de pathologies différentes. L'essai parapluie est un peu différent. On reste typiquement dans le même type de cancer, cancer du poumon, et on va regarder plusieurs médicaments en même temps dans un seul essai. Je vais revenir sur ce type de design un peu plus tard. Une illustration d'un essai de ce basket en France est fait sur ces plateformes labellisées par l'Institut national du cancer. Et donc, il y a donc exactement le médicament crizotinib qui est utilisé pour les patients qui ont cette mutation ROS1 dans le cancer du poumon. On a donc depuis quelques années, cet essai est même déjà fini. On a donc fait des essais de basket pour évaluer si ce médicament est aussi efficace dans plein d'autres pathologies pour lesquelles on trouve ces anomalies qui ont des fréquences très fortes. Ce genre de design, on peut, si on regarde du point de vue statistique, on peut l'analyser de façon fréquentiste bayésienne. On peut analyser ça de façon que tous ces baskets, donc la sous-étude dans la partie poumon, la sous-étude dans la partie pédiatrique, etc., on peut l'analyser en étant des études indépendantes, ou on peut aussi essayer de réfléchir et partager l'info entre baskets. Un autre genre d'essai qu'on a fait en France, c'est ce qu'on appelle des essais de screening moléculaire dans des cancers très avancés. L'espoir est un peu sur ces vieux essais ici. Je montre en fait un essai déjà fait aux États-Unis il y a très longtemps, publié en 2010 dans une revue américaine, où l'idée était de regarder chez des patients très avancés, si on commence à faire en dernier recours un screening moléculaire, on va donner une thérapie ciblée dans la partie où l'essai commence, une thérapie ciblée, et l'espoir était de voir si un patient a un temps jusqu'à la pression très élevée sous la thérapie ciblée par rapport à son passé. On peut peut-être espérer qu'on peut appeler ça un succès, une sorte de réponse à la thérapie. L'espoir est un peu qu'on n'a peut-être pas besoin de faire les études randomisées si on peut utiliser chaque patient comme son propre témoin. Pourquoi? Parce que l'histoire naturelle de la maladie fait penser que le plus qu'on traite un patient, le plus court est son temps de progression. Et donc l'idée était de voir si on a une proportion élevée des patients pour lesquels cette thérapie, la survie sans progression sous la thérapie ciblée est plus élevée que la survie sans progression dans la thérapie plutôt toxique ou donc chimiothérapie dépasse un certain seuil. Ce genre de design, on l'a même utilisé dans un grand essai fait à Gustave Roussy, donc un essai où on a screené plus que 1000 patients adultes
des patients déjà bien très avancés, cancer métastatique très avancé, très traité, et pour lequel il y a donc un screening moléculaire pour essayer de mettre les patients dans des études phase 1, phase 2 à Gustave-Roussy avec des thérapies ciblées. Cette étude a été publiée en 2016, donc je parle d'à peu près 1000 patients inclus. Les chiffres que j'ai mis là en rouge, en fait, finalement, ce qui est très difficile, c'est qu'on screen beaucoup de patients. Après, il faut avoir dans un centre comme à Gustave-Roussy des essais thérapeutiques avec ces thérapies ciblées qui ciblent justement les quelques altérations qu'on trouve chez des patients très avancés. Donc, il n'y a que 20% ici des patients pour lesquels on a vraiment en pratique pu matcher des thérapies à des anomalies chez tous ces adultes screenés dans l'étude. Si on regarde ces critères proposés, donc les critères PFS2 sur PFS1 qui dépassent un certain seuil, ici on voit chaque ligne est un patient, et finalement en rouge, on voit un patient ici avec un PFS1, par exemple à 2-3 mois, et un PFS2 très élevé. Donc la survie sans progression sous la thérapie ciblée était beaucoup plus large que la survie sans progression du même patient quand il avait été traité par la chimiothérapie. Et on avait prédéfini d'appeler ça les premiers patients à 6, des patients qui ont un succès. Et donc, ici, on estime 33% des patients évaluables ont un taux de succès supérieur à ce seuil. Finalement, si on fait ce plot, une caractéristique un peu moins désirable de ces critères, que finalement, on a l'impression que les patients pour lesquels on a défini une réponse selon ce critère, c'est finalement des patients avec des temps de progression de la thérapie non ciblée avant l'essai plutôt courte. Donc, ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on désire. On peut aussi utiliser ce critère PFS2 sur PFS1 comme un critère de survie. Et donc, on peut même faire une figure de Kaplan-Meier de ce critère. Ici, on montre donc une courbe de Kaplan-Meier et on voit donc 33%, c'est le nombre de patients, la proportion des patients estimés qui dépassent le seuil supérieur à 1,3, 33% de survie. Finalement, en rétrospect, si on regarde cette étude, ce critère PFS2, PFS1, on n'est pas si convaincu que c'est un critère très relevant. Et on a même fait une étude de simulation que je ne vous montre pas, mais je peux donner les références. Donc, on a publié ça dans un chapitre. Si on simule des données avec une corrélation intrapatient assez faible entre ce survie sans progression précédente et le ratio de ce survie sans progression de la thérapie ciblée par rapport à la survie sans progression précédente, si la corrélation est assez faible, on peut avoir, même sous l'hypothèse nulle, qu'il n'y a pas d'effet de traitement, on peut s'attendre à une proportion élevée. Et c'est bien sûr aussi un essai non randomisé. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire en plus? Donc là, on parle d'un essai non randomisé où à peu près 200 patients ont reçu une thérapie ciblée. Donc, on a essayé de faire une analyse par inverse score de proportion, une analyse assez compliquée sur la survie globale. Donc là, on parle quand même que des patients traités dans une étude phase 1, phase 2, très précoce, avec des médicaments qui étaient sous développement clinique et n'ont peut-être pas vu le marché plus tard. Et nous avons essayé de regarder quel aurait été l'effet de traitement si on fait semblant qu'on matche ces patients-là avec une inverse score de proportion. Donc, en fait, on voit ici TT, c'est thérapie ciblée. En bleu, vous voyez ici la courbe de survie des patients qui n'ont pas reçu de thérapie ciblée. En rouge, la courbe de survie brute des patients qui ont reçu la thérapie ciblée. Mais si on utilise cet inverse score de proportion, en fait, les pointillés, là, les lignes pointillées, en fait, tout d'un coup, il y a moins de différence. C'est juste la courbe bleue qui bouge et la courbe de survie est un peu augmentée, quoi. Donc, il y a une estimation de l'effet de traitement d'un risque
réduction de risque de 10%, mais avec un intervalle de confiance assez large. Bon, ça revient, donc ça c'est des analyses assez complexes, et donc finalement, on reste bien sûr que si on peut faire un essai randomisé, même avec ces biomarqueurs, par exemple ici, on a donc un sketch schématique d'un essai randomisé, où on va faire un randomisé entre une thérapie expérimentale standard, selon des groupes définis d'un biomarqueur négatif, biomarqueur positif, fait la même randomisation de façon indépendante de valeur de biomarqueur. Si on peut faire un essai randomisé, ça nous protège contre ce problème de biais de sélection qu'on a eu dans cette analyse précédente. Ça rend le groupe comparable. Et en plus, on peut justement, avec un essai clinique randomisé, nous donne la situation presque idéale pour essayer de chercher d'autres biomarqueurs prédictifs. Qu'est-ce qu'on fait comme genre de modèle? Bon, en oncologie, on travaille presque uniquement sur des données de survie. Le modèle le plus souvent utilisé, c'est un modèle de régression Cox. Ici, je vous montre une équation où le modèle Cox, on a donc un effet de traitement. Si un effet de biomarqueur, un paramètre estimé bêta un biomarqueur, et donc, ce fameux terme d'interaction. Le facteur prédictif, c'est donc ceux pour lesquels on peut détecter dans un modèle style modèle de Cox, donc une interaction sur une échelle plutôt risque relatif dans ce genre de modèle de régression. Là, ce qui est un peu ce qu'on fait de plus en plus, c'est que si on a un essai clinique randomisé, on n'a peut-être pas forcément un seul candidat de biomarqueur, donc on ne sait pas toujours que cette mutation ou cette anomalie style le nombre de copies du gène HR2 prédit le bénéfice de l'effet de traitement de trastuzumab. Souvent on fait dans les études cliniques ce qu'on appelle des études transactionnelles, dans lesquelles on va sur des tissus des patients ou des prises de sang, mesurer plein de biomarqueurs et donc essayer de détecter parmi les milliers de biomarqueurs mesurés, quels sont les quelques biomarqueurs qui prédisent éventuellement l'effet de traitement. Donc ça passe donc par, si on regarde bien dans cette équation, en fait, je n'ai pas dans cette équation pas seulement un biomarqueur, mais j'ai un vecteur de P biomarqueurs dans cette équation. Donc, finalement, l'idée est que est-ce qu'on peut, si on a beaucoup de biomarqueurs, détecter en fait une sorte de score. Si on regarde ces vecteurs de paramètres, c'est une sorte de score qui pourrait éventuellement prédire quels sont les patients qui bénéficient le plus d'une thérapie donnée sur une échelle de risque relatif. Si on a un essai clinique d'une taille limitée, nous avons peut-être en oncologie parfois des essais cliniques avec des centaines, peut-être quelques milliers de patients, mais on raisonne plutôt en nombre d'événements, donc on a peut-être quelques centaines d'événements. Et si on va tester plusieurs milliers de biomarqueurs, on a donc du mal à estimer un effet avec un effet de traitement, P effet propre et P finalement degré de liberté pour l'interaction. Donc, comment on va faire pour sélectionner toutes ces interactions, tandis qu'on veut quand même ajuster pour l'effet propre? Finalement, on a fait une étude de simulation avec plein de méthodes plus ou moins poussées. Et finalement, les méthodes style lasso ou adaptif lasso, donc là, on va donc, si on regarde les fonctions de vraisemblance, on va donc ajuster une facteur de pénalité sur les effets propres sur les interactions. Et donc, ce genre de méthode, lasso, adaptif lasso, dans notre étude de simulation, on a comparé 12 méthodes, marchait assez bien. Donc, l'adaptif lasso fait un peu comme le lasso seul, mais on va faire quelque chose en deux étapes où on va donc on a estimé dans une première étape des poids spécifiques aux effets propres et des poids spécifiques aux interactions. L'idée étant qu'on veut peut-être plus ou moins pénaliser les interactions par rapport aux effets propres si ce qui nous intéresse le plus, c'est ces facteurs d'interaction. Avantage de ces méthodes, c'est pas des méthodes si complexes, ça nous donne des modèles avec pas beaucoup de biomarqueurs. Un point contraire peut-être, c'est qu'on peut violer un petit peu cette hypothèse de contrainte hiérarchie. Donc on a toujours, dans les cours statistiques, on va toujours, pour modéliser une interaction, on veut aussi mettre l'effet propre. Et si
avec une méthode, on va plus ou moins pénaliser les effets propres par rapport aux effets d'interaction. On peut légèrement dévier de cette hypothèse. Ce qu'on a fait en plus un peu, c'est essayer de réfléchir, si on fait ce genre de modèle, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour aider les cliniciens à faire une prédiction de la survie des patients? Finalement, on a travaillé, on a fait un papier dédié à si on fait ce genre de pénalisation dans ce modèle de Cox. Donc, ici, je montre la fonction de risque de base, le facteur ici de l'équation de modèle de Cox avec une pénalisation. Donc, si on fait ce genre de modèle pénalisé, est-ce qu'on peut définir un score, ce qu'on appelle ici un Treatment Effect Modifying Score. Donc, finalement, c'est le score, il est vraiment les paramètres associés aux interactions et les effets de biomarqueurs. Est-ce qu'on peut définir un score où on a un effet de traitement plus élevé en fonction des valeurs de ce biomarqueur? Pour faire ça, si on n'a qu'un seul essai, il faut bien sûr bien travailler sur des méthodes cross-validation pour ne pas avoir d'estimation trop optimiste. Et donc, on a même, si on n'a qu'un seul essai, on a même fait ce qu'on appelle une sorte de double cross-validation pour prendre d'abord un bout des patients de l'essai, faire sur cette sélection des patients une première cross-validation pour définir le modèle optimal et faire ce qu'on appelle une double cross-validation pour pouvoir estimer de façon non biaisée les performances du modèle prédictif. Si on veut dans ce genre de modèle aussi tenir compte des facteurs pronostiques, il faut bien sûr aussi bien tenir compte des effets propres. Nous, on a fait une sorte de proposition de regarder, faire une visualisation graphique de cette prédiction de temps de survie en fonction de le score prédictif, mais aussi en fonction des facteurs pronostiques des patients. Donc, on a donc quelque chose qui... Le pronostic des patients est donc à la fois déterminé par les effets pronostiques propres et ses effets d'interaction. On a regardé un peu des intervalles de confiance et finalement, on avait développé une approche d'intervalle de confiance par bootstrap. On essaie de convaincre les médecins, si on veut faire une prédiction de survie, que c'est bien d'avoir aussi une sorte d'incertitude associée aux prédictions. Parce que dire à un patient donné en fonction des caractéristiques cliniques et le facteur de biomarqueur qu'on prédit une survie à 95%, ça serait bien si on peut l'accompagner d'une incertitude sur cette prédiction. On a donc développé une approche avec des intervalles de confiance bootstrap. Et ce que je disais au début, pour contrôler, si on veut vraiment pas avoir de suroptimisme, ce qui est bien, c'est ce qu'on appelle donc cette cross-validation double. Pourquoi? Parce que si on fait déjà une cross-validation pour estimer le meilleur lambda de cette pénalisation, donc si on fait ça, on va être un peu suroptimiste et on fait une double cross-validation pour aussi, sur le même patient, pouvoir estimer de façon non biaisée des critères de prédiction. Ici, sur cette figure à droite, vous voyez l'effet que ça peut avoir sur un critère de prédiction ici qui est le score de Breer, donc un critère de prédiction. Le plus faible, le moins d'erreurs, c'est une erreur carrée, c'est le modèle de survie. Donc, Lazare fait 25% et un modèle parfait fait 0. Et donc ici, si on fait seulement une cross-validation simple, on surestime les performances du modèle. Et si on fait une double cross-validation, le D, on s'approche un peu des points rouges qui sont une jeu de données indépendante qu'on avait mis de côté. Ici, on voit à peu près la même chose. Je ne vais pas passer peut-être plus de temps sur ça. On voit la même chose si on regarde d'autres façons de regarder les performances du modèle. Ici, c'est avec un index de concordance dans ce modèle Cox. À quoi ça correspond en pratique? Là, je vous montre qu'est-ce que ça donne sur un vrai exemple. Donc, c'est un essai clinique d'un médicament qui s'appelle trastuzumab. On regarde un essai, ce qu'on appelle un essai de thérapie adjuvante dans le cancer du sein. Donc, ces médicaments ont été donnés après la chirurgie, en ajoutant à la thérapie de base la chimiothérapie. La moitié des patients qui ont reçu chimiothérapie seule
la moitié de patients qui ont reçu chimiothérapie plus trastuzumab. Si on regarde l'effet global de cette thérapie, ce médicament, il donne un bénéfice assez élevé sur un critère qu'on appelle le temps jusqu'à la rechute à distance dans le cancer du sein. Et donc, nous avons à notre disposition à peu près 500 gènes mesurés dans la tumeur à T0 de ces patients-là avant qu'ils ont reçu leur thérapie adjuvante. Et donc, l'idée ici, est-ce qu'avec ces gènes-là, on peut identifier des sous-groupes de patients qui bénéficient peut-être encore plus de cette thérapie ou d'autres patients qui ne bénéficient pas de cette thérapie supplémentaire. Nous avons donc appliqué cette méthode, ce qu'on appelle la FLASO. Donc, l'idée, c'est de trouver à la fois des effets propres et des effets d'interaction qui prédisent peut-être l'effet de thérapie. On a forcé certaines variables cliniques dans le modèle pour lesquelles on sait déjà qu'ils ont qu'ils ont un facteurs qui sont très pronostiques dans cette population. Ici, cette modélisation adaptée FLASO sélectionne beaucoup d'effets propres, presque une centaine d'effets propres, et 25 gènes qui prédisent peut-être l'effet de thérapie, qui sont donc des gènes sélectionnés pour avoir une interaction dans ce modèle de Cox. Par contre, ici, on regarde un peu les caractéristiques du modèle. Donc, si on regarde la double cross-validation, l'index de concordance à 0,67. Et si on a fait une petite astuce statistique, finalement, avoir une interaction forte, ça veut dire qu'on prédit l'effet de thérapie plus dans un sous-groupe de patients par rapport à d'autres. On peut aussi jouer sur la dualité, que ça veut finalement dire une interaction qu'on a ici un facteur pronostique plus fort dans le bras traité de l'essai par rapport au bras de contrôle de l'essai. On peut regarder la différence des indices de concordance dans le bras contrôle par rapport au bras traité ou l'inverse. Finalement, on a ici une valeur à 0,02, donc pas super fort. Et si on essaie de regarder ça visuellement, en fonction de notre signature, est-ce qu'on trouve des sous-groupes de patients qui bénéficient plus de chimiothérapie plus trastuzumab? Ici, on regarde les valeurs prédites, donc la survie à 5 ans. C'est assez compliqué de bien voir ça clair sur cet essai-là. Si on regarde en fonction des risques de base des patients-là, ici, on a une petite tendance que les patients-là, avec un score faible, bénéficient plus du trastuzumab par rapport au bras seul. Mais si on regarde les intervalles de confiance associés, ils sont super larges, donc on ne peut pas vraiment conclure sur les données de cet essai-là. Sur cet essai-là, on ne trouve pas de signal très fort que les biomarqueurs prédisent l'efficacité de cette thérapie. On a un package dans R pour faire ce genre de modélisation. Il s'appelle BioSpec. Il est disponible sur l'écran. Pour revenir un peu plus aux essais cliniques, j'ai montré au début un peu certains designs qu'on peut faire pour montrer qu'une certaine thérapie stratégique est efficace en fonction de biomarqueurs. Finalement, si on veut aller proche de l'utilité clinique, on pense souvent que si on fait abstraction de design très compliqué, qu'un design assez simple où on randomise les patients entre une thérapie simple où on n'utilise pas de biomarqueurs et une stratégie de thérapie en fonction de biomarqueurs. On va utiliser le biomarqueur pour décider cette thérapie. Finalement, nous avons utilisé ce genre de design pour un nouvel essai qu'on va démarrer en France bientôt. Et finalement, c'est un essai qui est un peu dans un contexte plus de, pas forcément sur les patients déjà avec un cancer, mais plutôt en population générale, où on veut utiliser, où on screen des femmes pour un cancer du sein. Finalement, le biomarqueur en question, c'est un biomarqueur qui a été étudié beaucoup dans le passé. On veut utiliser ce qu'on appelle un score polygénique qui va mesurer chez les femmes dans la population générale, est-ce qu'on n'a pas un sous-ensemble de polymorphismes qui prédisent un peu plus à développer un cancer du sein. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un modèle qui utilise des facteurs cliniques classiques. Des facteurs cliniques, je ne sais pas si vous voyez très bien cette figure. Ici, on a la courbe ROC, où on a donc le meilleur modèle. C'est un modèle ici, courbe ROC le plus élevé, avec un modèle qui utilise
des facteurs cliniques, donc la densité mammographique, l'âge de la femme, etc., plus un score basé sur les SNP, les polymorphismes. On va utiliser un ensemble de 313 SNP qui donc donne une idée de la prédisposition génétique, donc qui prédisent un peu mieux le risque de développer un cancer. Cet essai-là, c'est un essai financé par le financement européen, Horizon 2020, où on veut, dans 5 pays européens, inclure 85 000 femmes. On va randomiser les femmes entre, donc, faire le dépistage de cancer du sein classique, selon les recommandations nationales, versus un dépistage où on va décider que la fréquence de mammographie qu'on donne dans le cadre dans la période de l'essai, la fréquence va être plus élevée, on va faire plus de mammographie chez les femmes pour lesquelles le modèle global prédit plus de risque de développer un cancer du sein, et on va peut-être faire un peu moins de mammographie chez les femmes pour qui le risque de développer un cancer du sein est beaucoup plus faible. Donc ça, c'est un essai très ambitieux qui va démarrer cette année. Et on veut inclure en France 20 000 femmes dans cet essai. On n'est pas assez ambitieux. On a réfléchi beaucoup sur ça. Donc ça, c'est finalement, si on veut développer une sorte de biomarqueur, une signature, qui comme finalement une signature, c'est une combinaison, typiquement une combinaison linéaire de plein de biomarqueurs différents. Finalement, on le voit globalement aussi comme un biomarqueur. Et comme dans le développement clinique d'un effet de traitement, on a donc plein d'étapes à passer pour développer un biomarqueur. Il va donc découvrir un nouveau biomarqueur, déterminer sa validité analytique. Est-ce qu'on arrive à la façon de façon reproductible? Il y a déjà beaucoup de biomarqueurs qui passent par cette étape. Est-ce qu'il y a vraiment une validité clinique, une association avec un critère de jugement? Est-ce que ce biomarqueur est vraiment mieux qu'un modèle prédictif ou pronostic déjà en place? Est-ce qu'il ajoute vraiment quelque chose? Est-ce qu'il a l'impact clinique? Est-ce qu'avec un essai clinique, on peut démontrer que l'utilisation de biomarqueurs améliore vraiment la prise en charge des patientes? Ou, ici, dans mon exemple, pas des patientes, mais un screening dans une population générale. Et bien sûr, on veut que des stratégies qui sont, du point de vue Centre de sécurité sociale de la France, qui sont plus efficaces. J'ai encore quelques diapos, que je vais passer quelques minutes sur les dernières diapos, sur d'autres genres d'études qu'on a essayé de faire en France, où on a essayé d'utiliser ce qu'on appelle le screening moléculaire pour donner plusieurs thérapies chez les patients typiquement avec un cancer métastatique toujours très avancé. Ici, c'est un essai déjà publié en 2015, conduit par les collègues à l'Institut Curie, où des patients avec un cancer très avancé ont fait un screening moléculaire, ont été randomisés entre un bras avec 11 thérapies ciblées possibles et un bras thérapie standard. Ici, pour choisir entre 11 thérapies ciblées, on a besoin de ce qu'on appelle un algorithme. Le risque qu'on prend avec ce genre d'études, c'est que, en fait, finalement, on fait une hypothèse derrière que toutes ces thérapies sont un petit peu efficaces. Et schématiquement, on a fait une étude de simulation pour montrer que si parmi ces 11 thérapies, si on les groupe un petit peu, si toutes ces thérapies ont tous une efficacité élevée, on a une puissance élevée pour détecter un effet de traitement. Si dans un petit sous-groupe donné des patients, on a un effet de thérapie un peu moindre, donc parmi ces 13 thérapies ciblées, il y en a 1 ou 2 qui marchent un peu moins, on diminue beaucoup la puissance de détecter un effet, ce qu'on appelle un effet de traitement de cette stratégie. C'est finalement des essais qu'on appelle parfois de cette stratégie. On n'est plus sûr de tester l'efficacité d'une seule drogue, mais on est en train de tester finalement un effet moyen de sorte de stratégie qui donne 11 thérapies ciblées en fonction de au moins 11 biomarqueurs. Avant de finir ma présentation, on réfléchit un petit peu sur si on doit faire ce genre d'essai dans de tout petits sous-groupes de patients, de plus en plus de cancers rares. On dit parfois à la louche à Gustave Roussy que 30% des patients qui viennent à Gustave Roussy sont traités pour ce qu'on appelle un cancer rare. Et maintenant, on est en train de sous-diviser des cancers très fréquents, comme le cancer du poumon,
a des catégories style cancer du poumon, mutation ROS. Donc, on est en train de sous-diviser les cancers encore plus à des sous-entités rares. Et faire des essais cliniques randomisés, c'est très complexe. Il faut le faire au niveau international. On a un peu réfléchi. Si on a un peu dit, si on a beaucoup de thérapies ciblées disponibles, est-ce qu'on ne peut pas essayer de simuler qu'est-ce qui se passe si on arrive à faire dans un horizon, ici un horizon à 15 ans, plein de petits essais randomisés. Est-ce qu'on ne peut pas baisser notre niveau alpha qui est typiquement 5%, c'est le dogma des essais cliniques. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir si on peut faire plein d'essais l'un après l'autre? Est-ce qu'on n'a pas plus de bénéfices aux patients avec une maladie rare en oncologie si on peut faire plein de petits essais avec un alpha plus élevé, et finalement, dans notre étude de simulation qui s'inspire d'un historique un peu en oncologie, on montre que on peut même relâcher un petit peu le niveau alpha, faire plein d'essais l'un après l'autre avec un niveau alpha relâché. Donc, vivre plus d'incertitude peut donner lieu à un bénéfice de suivi plus élevé à long terme. Et pour finir, je vous donne quelques références. Donc, merci beaucoup pour votre attention.